Ça tourne. Action. Une personne très extraordinaire, exceptionnelle. J'aime l'appeler The Game Changer parce que c'est une personne qui vient dans un milieu, qui voit comment nous agissons et qui trouve un chemin afin de révolutionner. Une véritable icône, une véritable référence. Aujourd'hui, elle a su, dans un environnement qu'on pensait hostile, infertile, nous montrer un modèle, comment nous pouvons bâtir un empire. Aujourd'hui, actrice, productrice, réalisatrice, scénariste, je vous prie de recevoir ici avec moi Fatoumata Kandé, Madame Touré. Bonjour. Oh, bonjour. Tous ces éloges-là pour moi. OK. Bonjour. Le principe reste le même. Ici, on apprend, on applique et on avance. Je suis sûr que de son expérience que je connais en partie, vous allez beaucoup tirer de leçons. Donc, n'oubliez pas, notez, appliquer et avancer et surtout partager. Merci à Reporter Horizon qui est avec nous et qui nous permet de produire ce podcast. Ici, nous sommes dans Impact et Inspire. On reçoit pour vous des personnes qui impactent et qui inspirent, comme Fatoumata Kandé. Welcome. Thank you. Alors, je commence toujours par demander à mon invité de se présenter également, par ces mots. OK. Je suis Madame Touré, Fatoumata Kandé. Je suis la directrice générale de Kandeland Studio, qui est une maison de production, de distribution et d'exploitation de contenu audiovisuel, cinématographique. Aujourd'hui, on peut dire que je suis à la base scénariste, productrice, actrice et réalisatrice guinéenne. J'ai fait exprès de suivre cette chronologie-là, parce que c'est un peu comme ça que j'ai commencé, au fait, avant de vraiment me lancer dans le cinéma en tant que tel. Donc, c'est ça. C'est ce que je suis. Aujourd'hui, voilà, à notre actif, nous avons pas mal de productions et nous continuons toujours à évoluer, à créer un milieu plus ou moins favorable pour le cinéma guinéen en Guinée. Également Miss Guinée. Oh. J'oublie très souvent ce passage-là. Je ne sais pas pourquoi. Pourtant, c'est un peu ce qui fait de moi ce que je suis aujourd'hui. Cette ouverture d'esprit, cette idéologie de penser que je peux tout réussir sans penser vraiment à l'échec ou à ne même pas voir les échecs comme des échecs. C'est l'étape de Miss Guinée 2010. Donc oui, Miss Guinée 2010. Effectivement. Alors, comment Kandé est venu là aujourd'hui? Ce parcours. OK, mon parcours. Wow. Au fait, je vais dire quelque chose ici qui va peut-être choquer beaucoup. Beaucoup pensent que mon parcours dans le monde du cinéma a commencé avec Légitime Défense, c'est-à-dire en 2018-2019. Non, pas du tout. Mon parcours avec le cinéma a commencé depuis le bas âge. Je suis une personne qui a toujours su ce qu'elle voulait faire à la base. Parfois, il y a eu des moments où j'étais un peu mitigée dans mon enfance, bien sûr, entre l'architecture, le stylisme et le cinéma. Mais le cinéma se retrouvait toujours au centre de toutes mes activités. Donc, depuis la classe de 6e, moi, j'avais déjà commencé à écrire. C'est pour ça, justement, j'ai commencé en tant que scénariste, parce que j'ai commencé par écrire des scénarios sans savoir qu'on les appelait des scénarios. Pour moi, je racontais des histoires dans un cahier de 200 pages ou de 100 pages, avec des dialogues, voilà, avec des suites logiques, bien chronologiquement filonnées et tout. Donc, pour moi, c'est là où j'ai commencé ma carrière. J'ai commencé ma carrière en classe de 6e. C'était l'époque où mon papa déchirait mes scénarios. Oui, je les avais dans mes cahiers de 100 pages. Ouais, parce que en fait, je comprends un peu, parce qu'à cette époque, on ne croit pas trop voilà, au cinéma. On se dit, mais comment est-ce possible et tout. Donc, j'ai commencé ma carrière en classe de 6e. Et ensuite, je pense que le déclic est venu au collège. Parce qu'au collège, je faisais des pièces de théâtre à l'école. C'était un peu mon domaine. C'est le domaine-là que j'avais choisi pour moi-même. Parce que pendant les kermesses, il y avait plusieurs activités. Mais moi, je voulais faire le cinéma. Et vu qu'il n'y avait pas le cinéma proprement dit en Guinée, la seule chose qui pouvait se rapprocher de ça, c'était le théâtre. Donc, je passais tout le temps mon temps à convaincre
mes camarades de classe parce que personne ne voulait être dans ma catégorie. Et du coup, c'était une catégorie qui ne réussissait jamais. Et généralement, l'école dans laquelle j'étais, on faisait des compétitions sur toutes les catégories. Le théâtre, confondu au fait. Et une catégorie gagne. Et quand j'ai fait pour la première fois, notre catégorie a gagné. C'était le théâtre. Et c'était la première fois que le théâtre remportait sur toutes les autres catégories. Donc, depuis lors, je me suis dit, je pense que c'est ce que je veux faire. C'est ça ma vocation. Et voilà. Et j'ai évolué comme ça. J'ai créé un petit groupe. Bon, j'ai pas créé, j'ai trouvé un petit groupe d'amis à côté de chez moi, à Kissoso. On partait à IVR Campus pour aller faire nos petites répétitions. On apprenait un peu comment jouer, comment faire du théâtre. Donc, je faisais lire mes scénarios et tout. Donc, du coup, et nous tous aussi, chacun écrivait de son côté. Donc, il y avait cette harmonie et le fait de pouvoir se retrouver avec des gens qui partagent la même vision et le même rêve que vous dès le bas âge, ça a été quelque chose qui m'a vraiment permis de fortifier cette idée-là et cette volonté que j'avais en moi. Donc, j'ai continué avec ce petit groupe-là jusqu'à ce que je finisse mon bac, jusqu'à ce que je devienne Miss Guinée en 2010. Et après, j'ai pris une petite pause. Nous avons fait mon tout premier film. C'était un court-métrage que nous avons fait ensemble. Excusez-moi, je ne me rappelle pas vraiment du nom, mais c'était carrément peut-être en 2008-2009, vous imaginez. Et ensuite, j'ai fait une première production, ma toute première production. C'était un film aussi que nous avons fait en 2010-2011. Malheureusement, je n'ai pas pu jouer parce que j'étais Miss Guinée. J'ai juste eu un tout petit passage dedans, mais j'ai contribué à la production. Et du coup, je ne me suis pas arrêtée là. En 2012, je suis arrivée à Londres pour mes études. Mais j'avais quand même un petit scénario qu'on avait laissé. Et avec une amie que j'appelle Fatmata Kamara Fifi, toujours dans la même équipe, on a produit encore ce film. Et je pense que c'est là où mon père, qui était très réticent à l'idée de me voir faire du cinéma, a compris que non, je pense que c'est la voie qu'il lui faut et il faut qu'elle la suive. Et du coup, il a accepté en voyant la production que j'avais eu à faire depuis l'Angleterre. Donc, j'ai envoyé une partie de l'argent, on a financé, ils ont fait le film. Malheureusement, je n'étais pas là pour participer, mais j'ai dit, c'est moi qui ai écrit ce film. Donc, c'est mon film. Et avec Fifi, bien sûr. Donc, voilà, le film est sorti dans les salles de cinéma ici. En ce moment, on avait la salle de cinéma de Matoto. Il y avait la salle de cinéma de Matoto. Mimo, oui. Il y avait, je crois, c'était passé aussi, voilà, qu'on appelle ça à la plage et tout. Après, ils ont mis sur CD. Et puis, ils ont essayé de vendre. Ce film-là, par contre, je me rappelle bien du titre, c'est Mon emploi, parce que c'est le premier film que j'ai écrit et qui a été, je vais dire, professionnellement tourné. Donc, c'était mon emploi. Donc, mon emploi, c'était un peu mon baptême de feu en tant que tel, mais pas vraiment en tant que professionnel du domaine, comme la Kandé Fatmata que vous voyez aujourd'hui. Et à partir de là, je me suis dit, il fallait que je trouve les voies et moyens pour devenir celle que je veux et que je pense devenir. C'est-à-dire cette figure incontournable du cinéma, non seulement guinéen, mais aussi africain. Voilà, donc je disais, il fallait que je trouve tous les voies et moyens pour vraiment rester dans mon domaine et m'améliorer là-dedans. Donc, je suis rentrée en contact avec pas mal de maisons de production en Angleterre. Je faisais mes recherches en ligne. Heureusement que là-bas, la recherche en ligne était déjà vraiment disponible. Je faisais beaucoup de recherches en ligne. Je suis tombée sur pas mal de productions. Je suis allée à beaucoup d'auditions. Je te le fais même pas dire. Et je me focalisais aussi beaucoup sur l'industrie nigériane. L'industrie nigériane, parce que très tôt, j'ai compris que c'est comment on appelle ça, un modèle qu'on pouvait facilement exploiter en Afrique. C'est une industrie africaine. Ce sont des Africains qui le font. Ils racontent des histoires africaines. Et je me dis, si ceci arrive à évoluer là-dedans, c'est possible pour la Guinée. Donc, très tôt, déjà, dès ma première année à l'université, je savais que ce modèle-là était un modèle qu'on pouvait facilement appliquer en Guinée. Il y a eu une période où j'ai failli dérouter.
C'est-à-dire, j'ai failli ne pas trop m'intéresser au cinéma africain pour voir ailleurs. Mais après, je pense que, vous savez, quand vous êtes destiné à quelque chose ou quand vous êtes censé faire quelque chose, Dieu a tendance à toujours vous ramener là-bas. Donc, une fois, je suis allée à une audition hollywoodienne et je crois que j'étais en deuxième année, en classe de deuxième année. Et c'est... Je vais dire que ça a été un point clé, une tournure en fait. Oui. C'est là où je me suis dit non, je pense que je vais beaucoup me focaliser sur le cinéma africain, sur près des millions de personnes. C'est une audition, je me suis juste inscrite à l'audition juste comme ça, et sur près de combien de millions de personnes, sur les 10 derniers qui ont été retenus, je faisais partie. Et oui, c'est là que je me suis dit, je sais que c'est ce que je dois faire, et peu importe où je vais le faire, je vais réussir dedans. Ouais. Oui, je pense que c'est là où, moi je me suis dit que c'est là où Dieu m'a parlé au fait. Dieu m'a dit ça, que tu le fasses en Afrique, que tu le fasses où que ce soit, tu vas réussir là-dedans. Et j'avais vraiment, vraiment envie de le faire en Afrique. Il faut le reconnaître. J'avais vraiment envie. Beaucoup m'ont dit à cette période-là que j'ai peut-être commis une erreur. J'ai été trop stupide de ne pas continuer l'aventure avec, comment on appelle ça, les membres de l'industrie qui étaient venus à Londres pour l'audition et tout. Mais j'ai parlé avec une personne, un ami à moi, qui est aussi un acteur africain, ghanéen, Majid Michel. C'est un acteur ghanéen. Et je lui ai fait part, parce qu'il suivait l'évolution de la chose, on échangeait tout le temps. Et du coup, quand je lui ai fait part de la chose, il me dit, qu'est-ce que tu veux faire? Je dis, je suis en deuxième année d'université. Et là, si je dois partir, c'est maintenant. Je risque de ne pas finir mes études à Londres. Et c'est la raison pour laquelle je suis venue à Londres. Et en réalité, je me dis, je ne veux pas faire du cinéma aux États-Unis. Bizarrement, je ne sais pas. Je dis, je veux vraiment faire du cinéma en Guinée. Je veux vraiment faire du cinéma en Afrique. Et j'ai appelé mon père pour lui faire part de la situation, vu qu'il suivait aussi l'évolution des choses. Et mon père m'a dit, je ne sais pas pour toi, mais moi, j'aurais vraiment souhaité que tu termines tes études. Tu comprends? Et je me suis assise. Le jour-là, la dame m'a appelée pour me demander les détails de mon passeport, tout ce qu'il fallait et tout. Et j'ai dit à la dame, je dis, est-ce que je peux vous rappeler un peu plus tard? Elle me dit, ok, mais il faut faire vite, parce que là, nous sommes en train de régler les dernières formalités. Bon, j'étais déjà en règle à Londres, j'étais étudiante, tout allait bien et tout. Et je suis restée sans rappeler la dame. Je me suis assise, j'ai un peu médité sur moi-même. Et c'est là que je me suis dit, non, c'est vraiment ce que je veux faire. C'est peut-être stupide, c'est peut-être quelque chose qui ne colle pas aux yeux de beaucoup de personnes. Mais pour moi, c'est ce que je veux faire. Et je me dis que si j'ai réussi à passer cette audition-là, parmi des milliers de personnes, le jour où je suis arrivée à cette audition, quand je suis rentrée, de là où j'étais arrêtée jusqu'à la porte d'entrée, je te dis, je ne voyais pas la porte, tellement il y avait du monde. Donc, j'avais cette vision-là qui me revenait. Je dis, mais si j'étais de là à là-bas et j'ai été sélectionnée parmi ces 10 personnes-là, je pense que je suis appelée à faire des choses beaucoup plus grandes. Et c'est comme ça que j'ai vu les choses. Donc, j'ai décidé de ne pas aller et ça a été le déclic. C'est là où je me suis vraiment concentrée sur l'industrie africaine. J'ai commencé à faire beaucoup de recherches sur l'industrie hollywoodienne, parce que c'était la référence. C'était vraiment celle qu'on pouvait utiliser comme étude du marché, en quelque sorte, même si ce n'était pas sur un terrain guinéen, qui était presque vierge. Et voilà, je pense que mon parcours, c'est à partir de cet instant-là que j'ai vraiment décidé de professionnaliser le cinéma en tant que tel et de le prendre au sérieux, malgré que je faisais une autre filière à l'université. Parce que mon père m'a toujours dit, tu ne peux pas mettre tous tes œufs dans le même panier. C'est pas possible. On peut pas faire cette erreur-là. J'accepte que tu veuilles faire du cinéma, mais je souhaiterais que tu étudies, que tu évolues dans un autre domaine qui, on ne sait jamais, par malheur, si jamais ça ne marche pas. Et ce mot-là, dès qu'il dit, je dis non, ça va marcher. Il dit non, je suis juste en train de parler. Si jamais ça ne marche pas, voilà. Et j'ai décidé de faire business international, droit des affaires et gestion d'entreprise. Et je pense que ça a été une très belle chose. Oui. Très, très
plein de choses. Voilà, sur mon parcours. Si je parle de mon parcours, c'est pas parti loin. Je sais pas si je dois continuer. Je parle beaucoup aussi. Non, vas-y. Et justement, tu reviens et tu commences déjà avec légitime défense. Yeah. Après, vivre pour t'aimer. Et là, c'est Boiragan. Et d'autres projets qui viennent de finir, Kairaba. Et un autre qui est aussi là. Dans le four. Et tout ça. Alors, avec ce regard sur l'industrie où beaucoup restent pessimistes, quels sont les éléments qui t'ont dit que non, moi je vois quelque chose? Tout. Déjà, un terrain vierge, ça veut dire qu'on peut en faire ce qu'on veut. Ok. Ça, déjà, c'est l'espoir qui est là. Et en deuxième lieu, moi, il y a une chose que j'ai eu à faire. J'ai démystifié le cinéma. Parce que quand je suis venue, avant même que je ne vienne, c'est ce que je t'ai dit, j'ai fait une étude du cinéma africain en tant que tel. Et les gens avaient tellement mystifié le cinéma africain francophone que si jamais tu viens de sortir tout à l'heure d'université, mais c'est la dernière chose à laquelle tu peux penser. Parce que tu te dis, mais où est-ce que je vais prendre tout cet argent? Où est-ce que je vais prendre toute cette énergie? Où est-ce que je vais prendre tout ce temps pour faire un seul film? Donc, la première chose que j'ai eu à faire, c'est démystifier le cinéma dans ma tête et autour de moi. Et petit à petit, toutes les personnes qui travaillaient avec moi, parce que moi, je suis quelqu'un qui partage beaucoup. J'ai vraiment pas peur, contrairement à beaucoup, j'ai pas peur de parler de mon parcours, de mes erreurs, de mes réussites à d'autres personnes pour que ces personnes-là puissent avoir une certaine ouverture d'esprit et se lancer aussi comme moi. Donc déjà, avec mon équipe, avec toutes les personnes avec lesquelles je travaille, j'essaie de les faire comprendre qu'il n'y a pas de raison d'avoir peur de faire le cinéma. Il n'y a pas de raison de voir le cinéma comme quelque chose de « waouh ». Pour moi, c'est une industrie lucrative comme toute autre. Et je pense que ça, c'est parce que j'ai eu la chance de faire Business International, droit des affaires et gestion d'entreprise. Là où on m'a fait comprendre que toute industrie dans ce monde-là est lucrative. Même les ONG. Toute industrie est lucrative. Donc, je me suis mise ça dans la tête. Et je me suis dit, si elle est lucrative, c'est quoi? What is business? Business, c'est produce, sell. Produce, sell. C'est-à-dire produit et vend. Produit et vend. Donc, si on applique ça, si on applique chaque domaine du cinéma là-dedans, c'est juste que le cinéma, au niveau de la production, il y a plusieurs étapes. Mais ces étapes-là peuvent être réduites. On n'a pas besoin de 10 ans pour écrire un scénario. On n'a pas besoin. On n'a pas besoin. Excusez-moi. Hein, James Cameron a fait. Voilà. On va dire ça. Non, non, aujourd'hui, ça c'était avant. Aujourd'hui, il ne va pas faire 10 ans pour écrire un scénario. Qui sait? Who knows? No way. Le monde a tellement évolué. Il y a tellement de choses aujourd'hui qui peuvent même vous permettre d'écrire un scénario en une semaine et le travailler, le revoir, l'ajuster. Et puis, bon, voilà, on y va. Donc, moi, c'est un peu cette logique-là. Et c'est ce qui m'a permis de dire que ici, c'est possible. Je me rappelle quand je suis arrivée en 2018, 2019, avec Légitime Défense. Quand j'ai dit que je venais faire un film, il y a beaucoup qui ont dit que j'étais folle. Oui, oui. Il y a beaucoup qui m'ont dit, mais toi, tu viens prendre ton argent, tu vas mettre dans ça. Qui est-ce que tu connais en Guinée qui a réussi financièrement dans le cinéma? Ah, ça, c'est une question. C'est la personne qui m'a posé la question là. Quand j'ai fini de parler avec lui, je l'ai bloqué. Oui, oui. Non, je l'ai bloqué pourquoi? Parce que j'avais pas de réponse à lui donner. Et ça m'a fait mal. Parce que je n'aime pas quand on se moque ou quand on ne prend pas mon travail au sérieux. Je n'aime pas quand on pense que je ne suis pas intelligente et que je ne sais pas ce que je fais. Et c'est ce qui s'est passé. Le fait de ne pas pouvoir le répondre, le fait de ne pas pouvoir lui dire, ne pas pouvoir le convaincre, ça m'a fait mal et ça lui a permis de me dire certaines choses que je n'aurais pas souhaité entendre. Donc du coup, après, j'ai vraiment bloqué la personne. Et je pense que c'est une chose que déjà les gens doivent apprendre à faire. Quand vous décidez d'aller
de faire quelque chose. Supprimer toutes les ondes négatives. Protéger son rêve. Oui, oui, que vous avez autour de vous. Il faut vraiment protéger votre rêve. Il faut protéger les idées, la volonté et tout ce que vous... C'est-à-dire cette passion que vous avez en vous. Il faut la protéger parce que sinon le monde extérieur peut facilement le briser. Donc, c'était ça. Et quand j'ai fini cet échange-là, j'ai commencé à réfléchir. J'ai fait une réflexion sur moi-même. Et effectivement, j'ai commencé à faire des recherches. Je vois pas. C'est vrai qu'il y a des cinéastes en Guinée qui ont réussi dans leur domaine. Tu vois, quand on parle plutôt de cinéma littéraire ou, je sais pas, professionnel en tant que tel. Mais quand on parle de, voilà, j'ai fait du cinéma, j'ai réussi à le commercialiser. Après un film, j'ai réussi à faire 2, 3, 4, 5, 6. On n'en voit pas vraiment. Donc, je me suis dit le jour-là que la prochaine fois qu'on me posera cette question, je répondrai à la personne en lui disant, moi, je serai cet exemple-là pour d'autres personnes. Les gens m'indexeront et diront, ah oui, il y a Kandé qui a réussi à le faire. Donc, si je suis cette première personne à le faire ou cette seule personne à le faire en attendant, il y en aura 2, 3, 4, 5, 6. Si ça doit commencer par moi, ça va commencer par moi. Effectivement, protéger son rêve, être focalisé sur Focus. ce qu'on veut, se dire que c'est pas parce que personne ne l'a déjà fait que c'est impossible. C'est pas possible. Que c'est impossible à le faire, quoi. Exactement. Et à partir du moment où on y a pensé, sûrement c'est parce que Dieu a déjà planté en nous les graines qu'il le faut. Il suffit juste de l'arroser et de laisser grandir. Dans cette aventure-là, vous avez su aussi vous entourer. Parce que on ne le dira pas assez que c'est une industrie qu'on ne peut pas faire seul. Net. Et surtout, au début, avec tout ce que nous avons, on a mystifié, toute cette construction-là nous a montré qu'il faut beaucoup de ressources. Donc, il faut pouvoir s'entourer. Quelles ont été les clés que vous avez utilisées pour pouvoir vous entourer? Déjà, la première clé que moi j'appelle mon secret, qui n'est pas un secret, mais c'est aussi mon secret parce que, vous savez, vous pouvez avoir une mine d'or. Tout le monde sait que c'est une mine d'or. Mais personne ne peut puiser dans cette mine-là si ce n'est que vous. Oui. C'est mon père. Moi, j'ai la personne la plus formidable, la plus fantastique, la plus magnifique sur cette terre. Et il est à ma possession. C'est mon père. Il m'appartient. Waouh, c'est beau ça. Et avec la grâce de Dieu, je peux tout avoir avec lui. C'est quelqu'un, au début, je ne comprenais pas trop quand il cherchait à me guider et à m'aider sur beaucoup de domaines, dans beaucoup de domaines, pardon. Mais petit à petit, j'ai commencé à comprendre que c'est lui que Dieu a envoyé pour m'assister dans ce que je dois faire. Vous savez, chaque prophète a cette personne à côté. Oui. Ce conseiller, je vais appeler ça comme ça, que Dieu lui donne. Et que parfois, quand tu te détaches de lui, tu as l'impression que tous tes pouvoirs disparaissent. Je ne sais pas si... Moi, je suis très spirituelle. Oui. Je ne prie pas beaucoup. C'est-à-dire, je ne mets pas trop mon front. Je prie de temps en temps, il faut être honnête. Mais je suis extrêmement spirituelle, très, très spirituelle. Mon père, à la base, il n'a jamais fait le cinéma. Mais aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il est plus réalisateur que moi. Oui, oui. Et il y a des visions qui... Parfois, mon papa peut lire un texte et il dit un petit truc. Après, quand je m'assois, je regarde, je dis, mais attends, effectivement, je pense que ça peut passer. Et ça change le cours de toute l'histoire. Je ne sais pas si tu comprends un peu. Donc, même dans la vie, j'ai eu la chance d'avoir quelqu'un qui a su s'imposer à moi, qui a su me dire, écoute, voici ce que tu dois faire, voici ce que tu ne dois pas faire. Parfois, même quand je ne veux pas écouter, parfois je faisais des choses juste pour faire plaisir à mon père. Juste pour dire, bon, ok, comme c'est mon père, je vais le faire, même si je n'ai pas envie de le faire. Mais en réalité, c'est ce qu'il me fallait. Donc, Dieu ne fait pas exprès. Et à travers lui, toutes les personnes qui sont autour de moi sont venues un à un. Et c'est la deuxième chose que j'allais dire, c'est-à-dire après la démystification du cinéma, il faut savoir s'entourer, créer un réseau solide qui vous permette d'évoluer, faire aussi la connaissance de différentes personnes qui évoluent dans le même domaine que vous
apprendre d'eux et créer ce que je vais appeler a very good working relationship. C'est très important. Il faut apprendre à être honnête avec les gens. Il faut apprendre à savoir que, à ne pas être égoïste, Ouais. dans le travail avec les gens et même dans les réussites. La réussite, elle n'est pas individuelle, elle est commune. Et surtout, le cinéma dans lequel le domaine dans lequel nous évoluons aujourd'hui, qui est le cinéma. À travers mon père, j'ai réussi à garder de très bonnes relations avec des gens. Je peux peut-être le rencontrer aujourd'hui parce que moi, de nature, je suis pas trop sociale. Sociale dans le sens où je ne sais pas garder les liens. Je suis très, très casanière. Je suis très solitaire de nature. Très, très solitaire. Donc, c'est quelqu'un qui m'a appris à ne pas seulement connaître les gens, mais à pouvoir garder... Consolider le réseau. Voilà, consolider le réseau, consolider les relations que vous avez. De temps en temps, essaye de passer des appels. De temps en temps, même si tu n'as pas besoin d'eux, appelle-les. Et même si quelqu'un, c'est-à-dire même si tu travailles avec quelqu'un qui a eu besoin de toi une fois, fais semblant un jour, appelle-lui et demande-lui un service très banal que tu sais qu'il peut te rendre. Ça lui fera plaisir aussi de savoir qu'il t'a rendu ce service-là. Tu vois, tous ces petits trucs vous amènent à consolider les relations professionnelles sans même le savoir. Et après, vous avez l'impression que c'est une famille, c'est un petit bloc. Donc, c'est comme ça aujourd'hui que j'ai réussi à déjà créer une équipe très solide au sein de Candeland, que ce soit l'équipe artistique, que ce soit l'équipe professionnelle, avec les Richard, les Chekoumar, les Faz. Et eux aussi, de leur côté, ils ont réussi à me ramener d'autres personnes aujourd'hui. Et à cause de ces vertus que j'ai en moi, c'est-à-dire, pour moi, c'est très important d'être honnête. C'est très important d'être vrai avec les gens. C'est très important de faire comprendre aussi aux gens quand ça ne va pas, vraiment ça ne va pas, on a des problèmes, il faut qu'on en discute, ou vraiment si ça ne va pas, il faut qu'on se sépare. À ce stade-là, je pense que nous pouvons toujours garder de très bonnes relations, mais professionnellement, nous ne pouvons pas avancer ensemble. Donc, moi, c'est mon père qui m'a appris un peu à faire la part des choses. Et j'ai eu aussi la chance de rencontrer Mariam Camara, Madame Mariam Camara, que j'appelle affectueusement Tanti Mariam, la directrice de l'Office national, l'ancienne, directrice de l'Office national du cinéma, à cette époque, qui m'a été aussi d'une très grande épaule. Elle m'a vraiment, vraiment soutenue. Elle a été là avec moi. Et c'est une personne aussi qui a réussi à m'ouvrir certaines portes, surtout sur le terrain guinéen. Parce que quand je venais, c'est vrai que je suis née en Guinée, j'ai grandi en Guinée, mais quand vous faites beaucoup d'années à l'extérieur et que vous revenez, c'est difficile pour vous de vous situer vraiment sur le terrain en tant que tel. Et je pense que, voilà, elle a vraiment facilité ça. Et elle m'a permis de rencontrer des gens comme Noël, qui était son assistant, aujourd'hui avec qui j'ai de très bons rapports de travail, mais aussi de fraternité, voilà. Et il y a aussi Koné Fabara, et il y a toi-même, parce que c'est un peu... En fait, ce réseau-là s'est créé à travers... Et avec ces personnes aujourd'hui, je pense que non seulement nous évoluons dans le même domaine, mais nous avons compris que ça va au-delà du professionnalisme. Le cinéma, pour nous, aujourd'hui, c'est une famille. Et c'est un peu comme ça que je me comporte avec tout le monde, même à l'extérieur. Alors, justement, accepter de se bâtir son réseau, c'est d'abord prendre conscience qu'on ne peut pas y arriver seul, quel que soit d'où nous venons. Deuxièmement, tu as dit quelque chose de très important qui est cette honnêteté, que malheureusement, beaucoup n'ont pas. Qui fait beaucoup défaut. Et aussi, il y a la valorisation de l'autre. Mettre dans une position où souvent il se sent utile, où toi aussi tu le vends auprès d'autres personnes. Donc je pense que ce sont des clés. Merci beaucoup pour ce partage. Alors aujourd'hui, je voudrais demander, sur le plan opérationnel, pratiquement sur le terrain, comment tu as réussi à démystifier? Parce que ça, c'est la vraie question. OK. Pardon, je ris parce qu'on me pose
On pose trop souvent cette question-là. Mais en réalité, c'est que on n'a rien fait de grand, en fait. On n'a rien fait... Non, pas de grand. On n'a rien fait de mystique, justement. Je me suis tout simplement dit que j'ai pas besoin de millions pour me faire dans le cinéma. Ça, c'est un. Deuxièmement, j'ai pas besoin de 10 ans pour écrire un scénario. J'ai juste décidé, je dis j'ai un scénario, voilà, je l'écris, j'ai fini de l'écrire, je viens sur le terrain. Qui veut faire un film? J'organise un casting et voilà, ceux qui viennent à mon casting viennent au casting. Et c'est vrai que j'ai eu quelques difficultés parce que, vous savez, quand vous venez dans un domaine, dans un milieu par exemple, et que vous avez une certaine mentalité, et que ceux avec lesquels vous devez travailler, parce que si tout le monde a une différente mentalité, a une mentalité différente de la vôtre, ça devient difficile. Ça, c'est un challenge que j'ai eu à rencontrer. Donc, je suis venue avec le peu de moyens que j'avais et je leur ai dit, voici, c'est ce que j'ai. Et je pense qu'avec ça, on peut faire quelque chose. Au début, les gens ne vous ont pas cru. Mais moi, je pense que la seule chose qui m'a permis de démystifier, c'est juste rester, comme ça, j'étais très loyale vis-à-vis de mes convictions. J'avais confiance en moi. Je savais ce que je voulais. C'est tout. J'ai fait venir les gens et ils ont accepté. Ceux qui ont accepté de travailler ont accepté. Il y a des gens qui n'ont pas accepté de travailler. Il y a certains qui me disent, non, moi, je ne peux pas travailler. Moi, je ne peux pas faire du cinéma pour ce montant-là. Je dis, ah, OK. D'accord, vous ne pouvez pas faire du cinéma pour ce montant-là, mais vous allez rester des années sans faire du cinéma parce que je ne sais pas quand est-ce que le montant que vous cherchez viendra. Parce que si jusque-là, ce n'est pas venu et que le peu qui est là, on peut faire avec, mais vous ne voulez pas. Donc, voilà, j'ai cherché à m'entourer de passionnés. De passionnés. Voilà, des gens qui avaient la même vision que moi. Parce que même dans un déchet, quand tu fouilles, tu vas trouver quelque chose de bon dedans. Donc, et c'est comme ça, tu peux te retrouver, comme on appelle ça, au milieu de bon nombre de gens qui n'ont pas la même idéologie, qui ne partagent pas la même vision que toi. Mais parmi eux, il y a toujours des exceptions. Où il y en a, même s'ils ne partagent pas cette vision, ils disent, bon, OK, on va quand même voir ce qu'elle a à nous offrir. On va quand même voir ce qu'elle nous apporte et tout. Et je pense que dès que j'ai trouvé ces personnes-là, je suis allée avec ces personnes. Et j'ai eu aussi la chance d'avoir des gens qui ont cru en moi, qui se sont dit, non, cette petite-là, peut-être qu'elle peut le faire. Donc, c'est juste ça. Je suis restée calée sur ma vision, sur ma passion, et j'ai cherché vraiment les gens qu'il fallait pour faire le boulot. Et en deuxième lieu, je n'ai pas assez d'expérience dans le domaine du cinéma. Mais s'il y a une chose que j'ai su faire, c'est apprendre de ceux qui sont passés avant moi. Parce que s'il faut que j'acquière l'expérience qu'il faut, ça va prendre du temps. L'expérience vient avec le temps. Mais si je peux apprendre de l'expérience des autres, là, j'avance plus vite. Et ça, c'est quelque chose que j'ai réussi à faire très tôt. Donc, je me suis inspirée, comme je t'ai dit, de l'industrie hollywoodienne. En termes d'image, je savais quel type d'image est-ce que j'avais besoin pour mes films. Je me suis dit, c'est cette qualité-là que je veux. Je ne sais pas comment atteindre cette qualité d'image. Je ne connais même pas comment on appelle cette qualité d'image. Mais c'est cette qualité d'image-là que je veux. Donc, je suis allée faire des recherches là-dessus. Ça, c'est le troisième point. Après le réseautage, il faut s'instruire. Il faut toujours continuer à apprendre. Aujourd'hui, on n'a pas forcément besoin de s'asseoir dans une classe pour apprendre. Une petite recherche sur Google, un petit mot placé, vous trouverez en tout cas plus ou moins les informations dont vous avez besoin. Vous partez sur YouTube, vous avez des vidéos de démonstration. Il y a tellement de méthodes d'apprentissage aujourd'hui qui peuvent nous permettre d'évoluer. Et c'est ce que j'ai fait. En termes de son, c'est la même chose. Je veux que mon son soit impeccable. Je ne veux pas de bruit. Je ne veux pas de ceci. Je ne veux pas de cela. Et grâce au réseau que j'avais réussi à me créer à Londres, parce qu'il y avait un réseau hollywoodien vraiment solide. Il y a un réseau solide à Londres qui fait des films, en Angleterre, qui vient au Nigeria pour faire des films, qui part en Afrique du Sud pour faire des films et revenir. Donc, j'ai eu la chance de travailler avec un groupe là, dans lequel j'ai rencontré Zach Orji, qui est l'un des vétérans aujourd'hui de Hollywood. Et
je l'ai approché automatiquement et je lui ai fait savoir, voici le projet. Je lui ai fait part de mon projet et du coup, il s'est embarqué avec moi là-dedans. Vous voyez pourquoi le réseautage est important. Le bon réseautage est important. Et c'est lui, je lui ai expliqué, je dis, tonton Zach, voici ce que je veux. Je veux vraiment un film de cette qualité. Je veux que ce soit comme ça, comme ça, comme ça. Je dis, mais je ne sais pas si j'ai l'argent qu'il faut pour ça, mais vraiment, c'est ce que je veux. Voici ce que j'ai. Il me dit, on va le faire. Donc, c'est comme ça que lui, il a mis une équipe de professionnels à ma disposition. Ils sont venus en Guinée et nous avons décidé de faire légitime défense pour un début. Tu vois? Et je suis allée prendre des gens qui ont compris que 1 milliard, on n'a pas besoin forcément d'attendre cela pour faire un film. Des gens qui ont compris qu'avec 10 000, on peut faire un film. 10 000 $, on peut faire un film. Avec 5 000 $, on peut faire un film. C'est comme les Chinois. Ils ne vont jamais te dire « je ne sais pas faire ». Ils vont quand même le faire. Que ce soit de bonne qualité, que ce soit de mauvaise qualité, ça va quand même sortir. Et ça, c'est la deuxième règle chez moi. Peu importe ce que je fais, il faut quand même que je fasse quelque chose. Pour moi, aujourd'hui, le cinéma, c'est produire des films. Tu ne peux pas te faire appeler cinéaste si tu n'as pas une œuvre à ta disposition. Même en tant que scénariste, si tu n'as pas une œuvre qui est sortie, que tu peux présenter au monde entier, tu ne peux pas te faire appeler scénariste, même si tu as fait 10 ans d'études là-dedans. Non, il faut qu'on se dise la vérité. Peut-être, comment on appelle ça, tu peux décider d'enseigner, mais n'enseigne que celui qui a un certain degré d'expérience. Et l'expérience, ça s'acquiert avec le temps. Vous pouvez avoir quelqu'un qui a 70 ans aujourd'hui, et vous, le jeune qui avez même 15 ans, le vieux a l'impression que vous êtes tellement avancé parce que vous êtes là, vous êtes sur le terrain, vous apprenez au jour le jour. Et eux, ils se disent, voilà, ça n'a pas été possible à notre temps, ça n'a pas été possible. Voilà, c'est comme ça et ça reste comme ça. Et contrairement à nous, donc c'est cette mentalité-là que j'avais. On est venu, on a fait le film, ça a été critiqué par certains, ça a été apprécié par certains, mais le plus important, j'ai fait mon film. Et aujourd'hui, nous sommes à quoi? À notre 5e film. Et par la grâce de Dieu, nous sommes appréciés. Les gens nous voient aujourd'hui comme un modèle de réussite du cinéma guinéen. Et je dis très souvent que même si je m'arrête ici aujourd'hui, j'aurais réalisé mon rêve. Oui. Mais je ne suis pas prête à m'arrêter. On n'est pas prête à te laisser partir. Non, pas du tout, Inch'Allah. Ok, justement, aujourd'hui, faire des films, oui, mais les vendre aussi. Comment Candeland réussit à rentabiliser ses œuvres? Ok, c'est à travers la vente, comme je t'ai dit. Je produis, je vends. Ok, la vente, c'est ce que je disais tout à l'heure. C'est toujours venu avec le réseautage, à travers quelqu'un qui connaît quelqu'un, qui connaît quelqu'un, qui connaît quelqu'un. Et il y a un autre domaine de la démystification dont je vais parler. Les gens ont tendance à vouloir garder certaines choses pour eux, c'est-à-dire vos problèmes. Il n'y a pas d'orgueil quand on ne connaît pas. Il n'y a pas d'orgueil dans le business. C'est vrai qu'il y a des gens qui vont vous faire des coups bas. Tout le monde n'est pas honnête. On ne peut pas expliquer ses problèmes à tout le monde. Mais en expliquant vos problèmes à tout le monde, vous aurez une personne qui va vous trouver une solution. Au moins une. Dieu ne vous fait jamais faire les choses au hasard. Donc, le mécanisme de la production, j'étais en train d'apprendre, parce que je ne vais pas dire que je l'assimilais. Mais en même temps, je me suis dit, c'est clair, si je dois faire mes produits, comment est-ce que je les vends? Et quand je suis arrivée en Guinée avec Légitime Défense, on n'avait pas de... Il y avait 2 salles de cinéma à cette époque qui venaient nouvellement d'ouvrir, au Canal Olympia et Tombolia et Kaloum. Oui. Mais très malheureusement, ils nous ont rejetés. C'est quelque chose qui m'a fait très mal. Mais après, je me suis dit, bon, s'ils disent qu'ils ne prennent pas nos films, c'est pas grave. Si les gens du cinéma populaire réussissent à vendre leurs films, je ne vais pas citer leur nom, s'ils réussissent à vendre leurs films, s'ils réussissent à se faire voir, même s'ils réussissent à avoir 2000 francs sur un film, moi qui ai dépensé des millions sur un film, je pense que je peux rentabiliser. Même si je ne gagne pas en argent, je vais gagner en expérience. Et je me suis mise ça dans la tête très tôt.
Donc, heureusement qu'il y avait le centre culturel, mais comme je disais, à cette époque, je savais qu'il y avait des gens qui ne m'aimaient pas trop, qui ne m'appréciaient pas trop. Donc, mais ça fait partie de la vie, hein. C'est important de le souligner, c'est que dans votre vie, dans votre parcours, vous aurez toujours ça, des gens qui seront prêts à vous mettre les bâtons dans les roues, des embûches ici et là, mais il faut réussir à les surmonter. Donc, nous sommes passés par le ministère pour pouvoir avoir la salle du centre culturel. Et avec l'aide de Madame Boireau, qui était la directrice adjointe à cette époque, nous avons réussi à avoir la salle. Et pour moi, c'était un succès qui ne disait pas son nom. Parce que je venais de trouver le problème du cinéma guinéen. Le problème, ce n'était pas de produire, c'était comment vendre. Et c'est ça, c'est jusqu'à présent, aujourd'hui, c'est ce que les gens n'arrivent pas à comprendre. Comment vendre. Sinon, le mécanisme de production, tout le monde sait, c'est écrire, voilà, venez, on tourne, et puis ça sort. Donc, quand c'est sorti, quand nous avons réussi à faire des programmations au centre culturel, et nous sommes passés par la directrice de Canal Olympia, Kaloum, nous sommes allés la voir personnellement. Ok, même si vous ne voulez pas, parce que c'était pas eux le problème. Le problème venait de la France. Donc, ok, même si vous ne voulez pas prendre nos films, est-ce que nous pouvons quand même faire l'avant-première ici? On me dit une avant-première en Guinée, j'ai dit oui. On me dit, mais tu veux faire les choses en grand? Je dis oui, je veux faire les choses en grand. C'est important pour moi de faire une avant-première. Parce que c'est comme ça qu'on fait à Hollywood. Oui. Mais bien sûr. Why not? C'est comme ça que Nollywood aussi fait. Donc je voulais quelque chose de chic, quelque chose qui annonçait vraiment une révolution en tant que telle. Et ce n'était pas une grande première. Je ne voulais pas que ce soit une grande première silencieuse. Je voulais que ce soit une grande première qui venait avec beaucoup de bruit. Parce que c'est ça, faire du cinéma. C'est aussi une bonne stratégie marketing derrière. Donc, donc c'est comme ça que nous avons décidé de c'est-à-dire, comment je vais dire ça, de redonner une autre image au cinéma guinéen dès le début, sans pour autant savoir où est-ce qu'on partait, hein, parce que c'était encore flou. Ça, je te promets, c'était très flou. Et quand nous avons réussi à faire la vente, nous avons réussi à nous faire entendre. Nous avons eu la chance à cette époque que le président nous voie à la télé. Et nous avons reçu un appel du président à cette époque, qui était l'ancien président, le président Alpha Condé, qui nous a vus à la télé. Il s'est dit, mais dis donc, comment ça se fait que, voilà, qu'une jeune réussit à faire le cinéma comme ça en Guinée et que ça fasse autant de bruit? Et c'est là qu'on a été appelé par le président, et il nous a offert 2 projections. Bon, il nous avait offert une projection. Mais ça aussi, dans la vie, il faut être stratège. On nous a offert une projection. Et du coup, on annonce la projection. On commence à prendre, comment on appelle ça, les appels pour les gens qui voulaient partir, parce qu'il n'y a que 300 places au centre culturel. Et du coup, on appelle et on a plus que 300 places, mais vraiment plus que 300 places. Et du coup, on se dit, OK, comme on a décidé de prendre le centre culturel pour 5 heures de temps, on va diviser les 5 heures en 2. Le film, non, je crois que c'était 4 heures de temps, pardon. Le film faisait 1h30, 1h36, un truc comme ça. Donc, comme on a 4 heures de temps, on va présumer que pour une projection, c'est-à-dire une projection, nous avons 4 heures de temps. Donc, pour les 4 heures, on décide de faire 2 projections. C'est comme ça que nous avons fait 2 projections. Et quand j'ai eu la chance après de revenir rencontrer le président pour lui expliquer, voilà, comment les projections se sont passées et tout, je lui ai dit, ah non, monsieur le président, nous avons fait 2 projections. Il dit, ah bon? Je dis, oui, nous avons fait 2 projections en votre nom, parce qu'il y avait assez de monde. Il dit, ah bon, donc la jeunesse guinéenne s'intéresse autant au cinéma? Je dis, oui, oui, la jeunesse s'intéresse au cinéma. Il y a toujours de l'audience. Il suffit juste d'envoyer le produit qu'il faut. Et là-bas, nous avons eu la chance d'être graciés par le président. Et il y a une chose que je vais rajouter
à tout ce que nous venons de citer, c'est aussi savoir mettre à profit les opportunités qui vous viennent ou qui vous passent par la main. C'est très important. Ne laissez pas une opportunité vous glisser entre les doigts. Vous pouvez rencontrer Chèque aujourd'hui et que Chèque vous offre 5-10 fois quelque chose que vous aurez pu avoir en 20 ans. Il vous offre ça en 2 semaines ou même en 1 journée. Donc, il y a cet aspect-là. Et aussi, il faut savoir réinvestir. Voici ce que j'ai appris de cette opportunité que j'ai eue à cette époque-là avec le président, l'ancien président de la République. C'est-à-dire, nous avons su saisir l'opportunité et avec ce que nous avons eu, nous avons su réinvestir. Donc, une partie de l'argent qu'il nous avait remis, par exemple, pour les projections, oui, c'était pour les projections. Parce que j'ai tendance, j'aime pas le cadeau, j'aime pas le gratuit. Pas parce que je n'aime pas le gratuit, mais parce que pour moi, le gratuit n'est jamais gratuit. Donc, j'évite très souvent le gratuit. Je préfère vous offrir quelque chose en échange de ce que vous allez me donner. Voilà, parce que je ne sais pas ce que vous allez me demander après. Oui. Donc, c'est comme ça, c'est un peu comme ça que ça s'est passé. Avec les projections, lorsque nous avons reçu l'argent qu'il fallait, nous avons augmenté sur cet argent tout ce que nous avons eu de l'avant-première, tout ce que nous avons eu de la grande première, et nous avons réinvesti dans les équipements. Parce que vous n'avez pas peut-être une étude du terrain en Guinée, mais vous avez votre étude du terrain en Guinée. Et mon étude du terrain en Guinée m'a fait comprendre que nous avions à cette époque un sérieux problème d'équipement. Parce que quand nous sommes venus, quand nous avons essayé la location d'équipement, on pouvait nous dire une caméra à 5 millions pour une journée. Et je me dis, mais si je fais une caméra à 5 millions pour une journée, qu'est-ce qui va se passer? C'est le budget hollywoodien. Mais mon budget, mieux vaut, je retourne à Londres, c'est pas la peine. Donc, c'est là où nous avons été obligés d'importer tous les matériaux que nous avons fait venir. Et pour vous dire, ça ne nous a pas fait la moitié de ce qu'on nous a demandé en Guinée, sur un terrain où il n'y a presque pas de production. Donc, vous voyez un peu les mentalités. Il n'y a presque pas de production sur le terrain, mais vous louez vos équipements à 5 millions la journée. Qu'est-ce que vous produisez? Vos caméras vont rester, les poussières vont continuer à les couvrir dans vos magasins. Donc, nous avons décidé de réinvestir dans l'équipement et c'est ce que nous avons fait. Nous avons investi dans l'équipement et toujours, moi, je continuais l'écriture des scénarios. Il y a eu des moments où c'était difficile, mais je me suis dit, si j'ai réussi Légitime Défense, je peux encore réussir toute autre chose. Et j'avais vraiment un moteur derrière moi qui ne manquait jamais d'essence. Ça, c'était mon père. Chaque fois que je me décourageais, j'avais tendance à dire, tu nous as tous embarqués dans ce bateau-là. Tu ne vas pas descendre. Maintenant, tu vas descendre. On est déjà au beau milieu de la mer. Il faut qu'on continue à ramer. Peu importe. On ne sait pas où on va arriver, mais on va continuer. Mais on va continuer. Et je me rappelle une fois, j'étais à l'aéroport. On revenait de Londres. On était ensemble. Et je lui ai dit, je suis fatiguée. Je suis fatiguée, je suis à bout. J'ai fini Légitime Défense. J'ai mes équipements. Mais somehow, j'ai du mal à me relancer au fait. J'ai du mal, je ne sais pas pourquoi, mais c'est comme si quelque chose me retient. Je ne sais pas, j'ai presque pas d'argent parce que j'ai pris tout l'argent, j'ai mis dans les équipements. Ça aussi, ça a été une erreur. Mais, comme on le dit, on apprend. Et tout ce qu'on fait là, comment on appelle ça? On ne perd pas ce qu'on fait au fait. C'est vrai, j'aurais pu diviser cet argent, acheter une partie. On ne peut pas tout acheter en même temps. Acheter une partie et puis utiliser l'autre partie pour une autre production. Mais c'est pas, j'avais tellement été terrorisée par le fait qu'on n'a pas eu d'équipement en Guinée, c'était difficile, il a fallu qu'on prenne des équipements au Nigeria, qu'on mette ça dans l'avion, faire venir tout ce stress-là. J'ai dit non, il fallait que j'achète vraiment tout ce dont on avait besoin. Donc du coup, j'avais plus de capital de production. Mais c'est ça aussi le business, parce qu'on nous a appris ça. Généralement, les Anglais disent « Your first capital is never really your capital ». C'est-à-dire, ton premier investissement, ton premier capital d'investissement n'est vraiment pas ton capital d'investissement. Il faut accepter que ça va partir. Voilà. Et je pense que ça, c'était mon baptême de feu du business. Tu comprends? Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Donc, c'est comme ça. Et après, mon père,
a décidé de vendre un de ses terrains pour que je puisse continuer à produire. Donc, quand il a vendu, il m'a donné une partie de l'argent. Il m'a dit, essaye de produire. Tu as tes équipements, tu as aujourd'hui ce moyen de production, ce moyen financier de production-là. Et je pense que mon père aussi savait que je n'allais pas le décevoir. Il était bien conscient du fait que cette fille-là, elle sait ce qu'elle veut. Et si elle dit qu'elle peut le faire, c'est qu'elle peut le faire. Et c'est comme ça que nous avons continué avec Vivre pour t'aimer. Et bon, très malheureusement, une autre tragédie est survenue parce que ça aussi, c'est une leçon de vie. C'est-à-dire, il ne faut jamais abandonner. Vous aurez toujours des obstacles devant vous. Nous avons fait un film du début jusqu'à la fin, dans toute son intégralité. Nous l'avons perdu et c'était une catastrophe. Imaginez pour l'argent qu'on vous a donné. On vous dit, j'avais presque rien. On vous dit, faites un film avec. Vous faites le film avec et vous perdez tout. Et du coup, là, je me suis dit, mais je n'ai plus rien. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Comment est-ce que je vais réussir à me relever ici? Et j'ai aussi eu la chance, encore une fois, d'avoir un père magnifique. Mon père m'a dit, bon, à ce niveau-là, moi-même, je n'ai plus d'argent. Non, il m'a dit quelque chose, astaghfirullah. Il me dit, l'argent que j'ai là, je ne peux pas te donner ça. Parce que c'est prévu pour autre chose. Mais je vais t'apprendre quelque chose aujourd'hui. Je me rappelle, on était dans son bureau. Il me dit, tu vas prendre une dette. Tu vas reprendre ton film. Je suis quelqu'un, c'est-à-dire je n'avais jamais pris de crédit dans ma vie. Non, ça c'est sérieux. Même quand j'étais à l'école, même quand les gens vendaient les bonbons, non, pas à crédit, non, je ne prends pas à crédit. Même quand j'ai faim, je ne prends pas à crédit. J'ai toujours eu très, très peur du crédit. Et mon père m'a dit, un businessman, une businesswoman, c'est les crédits, c'est les dettes. Tu vas apprendre comme ça. Tu ne vas pas prendre avec une banque. Tu ne vas pas prendre avec une entité financière, mais tu vas prendre ton crédit là, avec moi. Cette fois-ci, c'est un crédit. C'est un crédit. Et mon père, on a signé. C'est mon père, on a signé. On a fait une note, un truc de créancier, tout ça là, un document, et il m'a prêté l'argent qu'il fallait. Et je suis allée tourner le film. Donc quand j'ai fini de tourner le film, je suis contente, j'ai vu mon film. Mais moi aussi, je ne voulais pas du tout que le crédit de mon père là, sorte de mon capital. Je dis, bon, sorte de mes revenus plutôt. Okay. Je suis repartie à Londres. Je suis allée travailler d'abord. J'ai travaillé 3 mois. J'ai récupéré l'argent de mon père. Je lui ai rendu son argent. Et je suis allée sortir mon film. Et Dieu m'a fait grâce. Parce que c'est là où toutes les portes se sont ouvertes à moi. Toutes les personnes que j'ai connues pendant Légitime Défense. Parce que Légitime Défense, on a fait les sorties en salle à Abidjan. On a fait les sorties en salle en Guinée. J'avais créé un très bon, réseau ou une très bonne atmosphère de travail avec le centre culturel. Les gens de Canal Olympia ont vu ce que nous sommes capables de faire, ce que nous avons eu à faire avec le centre culturel. Ils nous ont fait appel. C'est eux qui nous ont fait appel. Apparemment, il y a votre film qui passe. Nous le voulons pour notre salle. Et en moins d'1 semaine, c'était fait. Ils nous ont contactés le jeudi prochain, le jeudi qui a suivi, le film était déjà lancé. Et avec eux, on a réussi aussi à garder de très bonnes relations de travail. Et chaque fois que nous avons aussi des opportunités, on n'hésitait pas à les mettre en lumière. Et c'était la même chose avec le centre culturel. Chaque fois que quelqu'un venait me voir, par exemple, pour un festival, oh, pourquoi pas, partez au centre culturel, allez voir le centre culturel. Je pense qu'ils seront en possibilité. Peut-être que c'est même aujourd'hui que je le dis. Et après, je me rappelle, Madame Poirot, il y a une fois, elle m'a même appelé, elle dit, c'est toi qui donnes. Je dis, mais ça met aussi en valeur le centre culturel. Ça met en valeur ces personnes-là aussi qui sont en train de faire leur festival ou leur activité et tout. Donc, et petit à petit, des gens qui évoluaient dans le cinéma ont commencé à nous approcher. Ah, c'est vous qui faites du cinéma en Guinée. Vous les écoutez, donnez-leur du temps. Faites-le. Même quand un enfant, vient vers moi,
quel que soit ton âge. Ah, je veux faire du cinéma, je prends le temps de t'écouter. Tu me racontes tout ce que tu as envie de me raconter. Et puis après, je continue ma route. Mais c'est important pour moi de faire savoir aux gens avec lesquels je collabore ou les gens que je rencontre qui évoluent dans mon domaine que de la même façon dont je respecte le domaine et savoir que vous respectez ce domaine-là autant que moi, c'est déjà pour moi un très grand plaisir d'échanger avec vous ou de collaborer avec vous. Donc, c'est comme ça que le réseau s'est créé et nous avons réussi à faire des sorties. Nous avons appelé Abidjan, par exemple, le Burkina. Il y avait Abidjan, le Burkina. Il y avait le Bénin qui avait Canal Olympia. Et on n'a pas pu faire une sortie au Sénégal à cette époque parce qu'ils étaient... les salles, pas Canal Olympia, mais les salles là-bas n'étaient pas encore prêtes et tout. Donc, nous avons sorti Vivre pour t'aimer comme ça. Et c'est là où le succès de Vivre pour t'aimer est venu. Le fait que nous avions la possibilité de sortir le film un peu partout. Et grâce à ça, nous avons fait la rencontre à Abidjan lorsque nous sommes partis avec Cheikh Oumar et mon grand frère Diabaté, qui était notre manager à cette époque. Nous sommes partis à Abidjan et nous avons réussi à rencontrer celle qui est aujourd'hui la ministre de la Culture d'Abidjan. Je vous jure que après cette époque, avec Vivre pour t'aimer, comment je vais dire ça? Le déclic que nous aurions souhaité avoir en Guinée, nous l'avons eu à Abidjan. Oui, nous l'avons eu à Abidjan. Mais je pense qu'il y a eu aussi quelque chose en Guinée qui s'est passé lorsque le ministre de la Culture, Bantamasso, était venu avec tout le cabinet du ministère de la Culture sur notre plateau. Pour nous, vraiment, c'était une façon de nous dire que... C'était une façon de nous dire que le cinéma guinéen n'était même pas seulement en train de prendre son envol, qu'il avait déjà pris son envol. Que ces autorités comprennent qu'il y a quelque chose de sérieux que nous sommes en train de faire et qui allait prendre vraiment une ampleur que nous n'aurions pas pu imaginer. Donc, quand nous sommes arrivés, nous avons rencontré cette dame par le biais d'un des téléspectateurs qui était venu regarder le film, donc, qui est un parent aussi à Cheikh Oumar. Nous avons rencontré Madame la ministre et c'est elle qui nous a mis en contact directement avec Canal+. Et elle leur a dit, j'ai une jeune dame, une jeune Guinéenne qui fait des films. Elle a fait un projet et je souhaiterais vraiment que vous puissiez voir ce que vous pouvez faire avec elle. Et voilà, c'est comme ça que nous sommes allés. Nous avons rencontré les gars de Canal+, et on s'est aussi retrouvés là-bas. Donc, tout ce réseau-là, c'est créé comme ça. Et aujourd'hui, nous avons gardé ce réseau et avec la consistance, consistency, je sais pas, c'est comme ça on dit. Constance, exactement. Avec la constance que nous avons de produire, nous disons aujourd'hui que nous avons des réseaux de distribution et d'exploitation déjà assis, qui ont besoin d'un certain type de contenu. Et nous avons compris cela, donc nous allons faire ces contenus-là et les leur fournir. Et ça, c'est un marché qui est ouvert comme ça. OK. Donc, il y a quelque chose que je retiens beaucoup de ce parcours, c'est que au début, on ne savait pas où on ira, comment on ira, on s'est juste dit, on va. On s'en va. Et ça, c'est un principe très important pour se dire que, OK, I don't know what I'm going to do, but let's just do it. But I'm gonna do it, yeah. Et parce que on aime le dire, et je vois aussi vous êtes beaucoup spirituel, et ce que nous faisons, Dieu nous observe, et à partir de ce moment, il commence déjà, il va rassembler les autres pièces du puzzle et tout ça. Parce que ce que vous racontez, la manière dont vous avez eu ce contact à Abidjan, tel, c'est pas quelque chose que vous avez écrit. Non. Mais les choses c'est juste arrivé, se sont juste créées. C'est comme un puzzle. Effectivement. And everything was everywhere and it just met. Et tout s'est juste placé comme ça. Et la clé, c'est la détermination et l'action. Yeah. Parce que sans action, rien de ça ne se serait passé. Exact. Et bien entendu, derrière aussi un soutien indéfectible. Yes. Le supporter numéro 1.
Le soutien numéro 1. Oui, oui. Le soutien numéro 1. Alors, merci beaucoup pour ce partage-là qui nous donne vraiment des orientations à tous. Je voudrais que vous allez plus loin pour dire s'il y a 3 choses, au-delà de ce que vous avez dit, il faut produire, s'il y a 3 choses aujourd'hui que vous devez dire qui devront être les clés pour le cinéma guinéen de manière générale, africain, quelles seront ces 3 choses? Déjà, il faut se former. Il faut se former. Oui, personnellement, il faut se former. Et il faut travailler sur soi. Il faut travailler sur son comportement et sa façon d'être avec les gens. Ça, c'est un. En deuxième lieu... Non, dites plus. Non, parce que je sens qu'il y a quelque chose derrière. Non, je veux pas que ce soit long, je risque de... Voilà, non, quand je dis... Sa façon d'être avec les gens. Oui, la façon d'être avec les gens. Vous savez, ça c'est un problème que j'ai remarqué ici en Guinée. Voilà. Les gens, quand vous n'avez pas... Il y a beaucoup qui se croient meilleurs aux autres parce qu'ils pensent avoir fait des études, parce qu'ils se croient peut-être à un poste ou à un niveau donné aujourd'hui. Mais en réalité, c'est pas ça le monde, en fin de compte. Le plus important dans la vie, là, c'est... Il faut aimer les gens autour de vous. Il faut aimer vous-même d'abord. Parce que vous savez, quand on s'aime, on a tendance à ne pas vouloir faire du mal à son prochain. Parce que Dieu dit quoi? Aime ton prochain comme tu t'aimes toi-même. C'est très important. Ici, moi, j'ai vu beaucoup de gens qui ont évolué dans le domaine du cinéma, qui ont étudié le cinéma, qui ont fait des études de cinéma. Mais quand ils vous rencontrent, vous êtes la plus petite personne qu'il n'ait jamais vue. Et je ne veux pas être cette personne-là avec un jeune qui va sortir de l'ISAC ou une personne qui va venir me dire « Madame Kandé, je veux faire du cinéma, mais je n'ai pas vraiment étudié le cinéma. » Ou que quand je vois quelqu'un qui a fait un film ou 2 films, peu importe la qualité, que je me moque ou que je réduis son travail au néant. Ça, c'est une chose. La deuxième chose, c'est quoi? C'est que vous n'êtes pas leader pour faire le boss. Vous êtes leader pour travailler pour les autres. C'est ça, au fait. C'est vous qui travaillez. C'est vous qui faites travailler les autres. Je ne sais pas si vous comprenez. Vous travaillez en faisant travailler les autres. C'est pas s'asseoir, faire le boss et se dire, voilà, j'ai atteint un certain niveau et voilà, je suis calé, je suis au top de ma forme et tous ceux qui sont là sont mes subordonnés. Non, 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 non. Il faut traiter tout le monde comme sa famille, surtout les gens qui vous permettent de manger. Vous savez, ce n'est pas tout le monde qui vous donne 100 francs, qui vous a donné à manger, non. Toute personne qui contribue à la réalisation d'un projet, qui vous apporte de l'argent, vous a donné à manger. Oui. Donc, on ne crache pas dans la main qui vous donne à manger. Oui. Moi, c'est comme ça que je vois les choses. C'est pour ça que je traite toute mon équipe comme ma famille, au fait. Celui qui déraille, je craque. Hein. Ah oui, ça, ils vont vous dire, parfois même sur le plateau, on m'appelle la sorcière. Elle arrive. Mais la sorcière, c'est genre de façon très amusante et tout. Parce que même quand ils savent, parfois quand ils voient que je suis, je dis non, Kandé, tu es trop douce là, c'est pas bon. Il faut craquer, pardon, il faut craquer sur lui. Entre eux, hein. Je dis, là, il est en train de dérailler, mais tu craques pas, tu le regardes. Je dis, écoutez, chaque chose en son temps. Il y a une façon de faire et les méthodes sont différentes avec les personnes. Et les contextes. Voilà, exactement. Donc, pour ça, je dis que c'est bon, il faut apprendre à avoir un très bon comportement vis-à-vis de sa personne et vis-à-vis des autres. C'est très important. Apprendre pour soi-même aussi. Faites des recherches. Si vous n'avez pas 1 000 $, 2 000 $ pour aller dans une université ou dans une école, ou même 10 000, 15 000, vous avez Google, vous avez YouTube, même ChatGPT. Et vous n'êtes pas obligé d'aller faire du copier-coller, mais vous pouvez aller apprendre. Il peut vous donner des informations. En fonction de l'exemple que vous voyez là-bas, vous pouvez faire quelque chose pour vous-même. Vous pouvez aussi apprendre des gens comme moi.
C'est-à-dire quelqu'un qui a déjà de l'expérience dans le domaine. Ça, c'est un. Quelqu'un qui est... Moi, par exemple, aujourd'hui, moi, j'ai... How am I gonna call it? Like, j'ai une personne qui m'inspire beaucoup dans le domaine du cinéma, au-delà de l'Afrique. Et cette personne, c'est Tyler Perry. Tyler Perry, pourquoi? Parce que je vais te dire quelque chose qui va te choquer. La méthode que j'applique, c'est la méthode de Tyler Perry aux États-Unis. Pourtant, c'est Hollywood. Il faut bien remarquer, Tyler Perry a commencé avec ses propres moyens parce que personne ne voulait le financer aux États-Unis. Et j'ai fait tellement de recherches là-dessus. C'est-à-dire, trouvez-vous une personne, un exemple que vous avez en tant que personne qui évolue dans votre domaine. Faites des recherches sur cette personne-là. Apprenez à voir les films qu'il a produits, écoutez les interviews, faites un tour sur ses profils et tout. Voyez un peu comment est-ce que professionnellement, la personne a réussi à quitter d'un point A à un point B. C'est-à-dire apprendre des autres. Donc, il y a cet aspect-là. Et le troisième aspect, il ne faut pas avoir peur d'investir. Ça, c'est quelque chose que beaucoup de gens ont peur de faire. Tu vas voir quelqu'un, tu as de l'argent aujourd'hui, j'ai 200 millions aujourd'hui, c'est le seul argent que j'ai. Si je vais investir tout l'argent, j'investis tout l'argent. Ça veut dire quoi? Vous savez ce que ça va faire? Vous allez récupérer votre argent. Tôt ou tard, vous allez récupérer votre argent. Avec légitime défense, ce que j'ai gagné en expérience, je n'ai pas gagné ça en chiffres. Loin de là. Donc, n'ayez pas peur d'investir. Mais ce que j'ai investi dans légitime défense, en tout cas, même dans les 5 prochaines années qui viendront, je n'investirai pas l'argent là dans un film. Plus jamais. Oui. J'ai énormément investi dans légitime défense. Énormément. Parfois, quand je m'assois, quand je calcule de la production, la distribution, le marketing, jusqu'à la sortie, je dis non, j'ai investi trop d'argent. Trop. Parfois, je ne veux même pas dire... Je n'arrive pas moi-même, dans mes calculs, à me situer sur le montant. Surtout connaissant que c'était dans mes débuts. Mais cet argent-là, je ne vais plus jamais le réinvestir. Ou si je dois l'investir dans un film, il faut que ce soit vraiment pour un film qui va me rapporter 3 fois, 4 fois le même montant. Je ne sais pas si tu comprends. Donc, c'est l'expérience qui m'a permis à faire cela, au fait. Donc, il ne faut pas avoir peur d'investir. Si vous avez de l'argent, mettez-le dans un film. Vous ne connaissez pas comment vous y prendre. Partez vers ceux qui savent. Demandez-les. Comment tu as fait? Même si la personne ne vous répond pas, il y a une attitude où il y a quelque chose que la personne... En tout cas, quelque chose va sortir qui va vous donner la clé. Et ne donnez jamais l'impression que c'est quelqu'un qui vous a amené où vous êtes. Il faut toujours mettre Dieu devant. Oui. Moi, la foi, là, Dieu m'a imposé la foi. Je ne sais pas si tu comprends ce que je suis en train de te dire. Non, je ne comprends pas. Oui. Vous savez, à des moments, on a tendance à penser que c'est telle personne qui peut me dire « Ah, si je rencontre tel ministre, c'est bon. Si je rencontre tel réalisateur, c'est bon, c'est fini, ma carrière va exploser. Si je rencontre Kandé Fatoumata, c'est fini, je suis faite. » C'est faux. La personne qui vous fait, c'est Dieu. Vous savez, c'est pour ça qu'on dit très souvent Dieu surprend. Je ne sais pas si vous avez remarqué, quand vous pensez réussir avec quelqu'un, c'est là où vous échouez. Moi, en tout cas, j'ai fait cette remarque. C'est-à-dire, quand je me dis, ouais, que je vais rencontrer M. Cheikh aujourd'hui, qui est le président de la FENACIC, il doit faire ça, pour moi, je vais aller lui demander ça et ça et ça. Je m'assois, je lui pose mon problème. Là, tu tapes poteau. Ah, grave. Je me rends compte que, c'est-à-dire, peut-être même si je ne fais pas attention, c'est là où tous mes problèmes vont commencer. Et je pensais qu'en rencontrant la première autorité du pays, j'aurais tout sur un plateau en or. Mais je vais vous dire quelque chose, c'est là où j'ai sombré. J'ai eu l'argent, j'ai acheté les équipements, mais j'ai fait 2 ans, je ne pouvais pas faire de film. Et pas que je ne pouvais pas faire, mais je me suis sentie perdue.
Et ça, c'est spirituel. Mhm. Je me suis sentie perdue parce que, au-delà de Dieu, j'ai pensé qu'un être humain était la solution à mes problèmes. Là, vous avez parlé de 5 points. Le premier point, c'est de savoir s'instruire, se former. De se former. Oui. Le deuxième point, c'est savoir être avec les gens. Comment se bâtir. Le troisième, se trouver un modèle, le suivre. Le quatrième, investir. Oser investir. Oser investir, exactement. Et le cinquième, mettre Dieu au devant. Parce que de tout. Dieu a toujours le meilleur plan. On ne peut pas dire mieux. Donc, c'est ça. On ne peut pas dire mieux. Et justement, maintenant, avant de terminer, je voudrais que vous regardiez cette caméra à cœur ouvert, sans question, sans orientation, que vous adressez à cette personne, à ce jeune qui va vous écouter aujourd'hui. Ok. Qu'est-ce que je pense que j'ai... Qu'est-ce que je vais dire à ce jeune qui inspire faire du cinéma? Déjà, félicitations. Je dis félicitations parce que je vais avoir l'impression que je parle à la Kandé Fatoumata de 16 ans, 17, 18 ans. Félicitations parce que cette passion, ce feu que vous avez en vous ou que vous dégagez en ce moment n'est pas donné à tout le monde. Cette envie de réussir, de vouloir devenir ce que vous voulez devenir n'est pas donné à tout le monde. C'est pas tout le monde qui sait quand il est jeune ce qu'il veut faire ou ce qu'il veut devenir. Donc déjà, félicitations pour ça. Maintenant, j'ai cité certains aspects tout à l'heure. Le domaine dans lequel vous décidez d'évoluer, prenez cela à cœur. Ne laissez personne, je dis bien personne, vous faire croire le contraire. Si vous pensez pouvoir réussir là-dedans, c'est que vous allez réussir. Acceptez de vous instruire. Acceptez d'apprendre auprès de ceux qui connaissent déjà. Acceptez de faire le plus petit travail que possible. Comment est-ce que je vais dire ça? Like, don't be scared to do the least to become what you want to become. Like, comment on peut genre bien traduire ça? Ne soyez pas effrayé de faire le minimum que vous devez faire exactement. pour être ce que vous devez être. N'ayez pas peur de faire le minimum. Vous n'ayez même pas honte. N'ayez pas honte de faire le minimum pour devenir ce que vous voulez devenir demain. Si vous devez balayer le plateau, balayez le plateau. Si vous devez servir de l'eau aux gens sur le plateau, servez de l'eau aux gens sur le plateau. Moi, je l'ai fait pour rien. Et aujourd'hui, tout le monde pense que j'ai réussi, alors que j'ai un long chemin devant moi. Donc, en plus de ça, priez beaucoup, ayez la foi en Dieu. Dites-vous que s'il vous a planté ça en vous, s'il a implanté cette idée en vous, cette envie de réussir en vous, c'est que c'est possible. Vous devez réussir déjà d'ailleurs, je vais dire ça comme ça. Vous devez réussir, vous êtes appelé à réussir et vous allez réussir. Travaillez dur et appliquez tout ce que je viens de dire. Sinon, je vais trop parler. Je cherche même mes mots déjà. Merci beaucoup, Kandé Fatoumata, Madame Merci Touré. beaucoup. C'est un plaisir pour nous de vous avoir et on espère vous retrouver bientôt pour la sortie de vos prochains films. Inch'Allah. Et vous souhaitons plein de succès. Merci. Encore. Merci beaucoup. Merci à vous aussi. Je vous en Merci prie. de m'avoir invité. Ça a été un plaisir et j'espère que vous avez tiré beaucoup de leçons. Au-delà de ce qu'elle enseigne aujourd'hui pour le cinéma, c'est une leçon de vie. Parce que ces mêmes obstacles, dans tous les domaines, vous allez les rencontrer. Vous devez développer cette résilience et vous dire que je n'attends pas que tout soit prêt. Je n'attends pas de voir le bout. Il faut que j'avance pas à pas et je garde la foi parce que je sais que chaque pas va se construire au fur et à mesure. N'oubliez surtout pas, cela, vous l'avez entendu, ça peut vous servir. Apprenez, appliquez et avancez, mais surtout partagez-le aussi autour de vous. Beaucoup de personnes
ont besoin de l'entendre. Nous avons besoin de construire une solution, une génération solide, une génération solidaire. Et c'est ensemble qu'on peut le faire. Ici, c'est Impact et Inspire, votre podcast qui met en avant des personnalités qui peuvent nous donner ce boost. J'espère vous retrouver très bientôt pour un autre numéro. Merci et à très bientôt.